Et voilà encore Senghor. De toutes les pressions subies par le jeune écrivain africain francophile, arriviste, la moins terrifiante n'est pas celle de cette institution pernicieuse et destructrice qu'on appelle francophonie. Entre autres préoccupations déterminantes de la francophonie, la plus enfiévrée et névrotique, c'est de dénicher un nouveau Senghor. Le premier, cet animal irremplaçable, étant vraiment à l'agonie ou dans un état qui ne vaut pas mieux. Sans Senghor, il n'y a pas de francophonie. L'obsession de l'Académie française chez une aussi jeune femme que Beyala est révélatrice de cette psychose. Avec le mythe de Senghor désormais, c'est un peu pour le néocolonialisme français comme le supplice de Tantale. On court sans cesse à sa rencontre, mais dès qu'on croit le saisir, il vous échappe. Quoi que l'on pense du personnage, et personnellement je ne l'ai jamais porté dans mon cœur, on doit bien reconnaître que son émergence comme emblème, sans tenir du miracle, est quand même difficilement reproductible aujourd'hui. Aucune des circonstances historiques qui ont servi à la formation de ce symbole n'existe plus. La culture, et notamment la culture classique, n'est plus un critère d'intelligence, ni un facteur d'ascension et d'éclat dans le monde. Et d'ailleurs, tout le monde s'en est détourné. Senghor n'existe pas sans l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où il n'a jamais été, mais où il fit toujours semblant, petite imposture, gros effet, d'avoir été. Il n'empêche, Senghor, avant l'agrégation de grammaire, dont il est réellement titulaire, mais qui est peu de choses en soi, comme toute agrégation, fut d'abord hippocagneux, puis cagneux. La quantité de culture dont on gave les jeunes esprits dans ces établissements est prodigieuse, je dirais monstrueuse. J'en sais quelque chose, non pas pour en avoir été personnellement, ce qui ne fut pas le cas, mais pour avoir observé ma fille qui en fut. Plus que poète inspiré, Senghor, c'est avant tout l'homme qui sut faire parade de sa culture avant de faire parade de son larbinisme à l'égard de la France, puissance coloniale. Aujourd'hui, l'Afrique grouille de larbin, prêt à encenser le maître. Mais où sont les maîtres, où sont les hommes et les femmes de grande culture, dont la France aimerait faire sa parure sur les tréteaux de la politique internationale pour justifier la recolonisation de l'Afrique et les génocides qu'elle l'aide à y perpétrer. La manie du plagiat, chez certains écrivains africains francophones, peut ainsi s'assimiler à la manie des fraudes électorales chez les dictateurs africains protégés par la France, tels qu'on a pu l'observer récemment au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, au Gabon, au Cameroun. Elle procède de la même logique. En elle, deux exigences se conjuguent. On suscite ou exacerbe artificiellement chez les Africains une soif morbide du pouvoir. De la réussite en ce qui concerne la littérature. Une fois asservis à cette drogue, ils deviennent d'autant plus dociles entre les mains de leur maître, allant pour mériter la confiance de ces derniers jusqu'à l'imposture sans le moindre état d'âme. L'imposture, en l'occurrence le plagiat, est donc sécrétée plutôt par le système qu'il n'est consubstantiel à l'individu. Dans un autre contexte, il est probable que Beyala aurait consenti à l'effort d'apprentissage de l'écriture, au lieu de succomber à l'appel du plagiat, cette facilité avilissante, ou bien elle aurait cherché ailleurs qu'en littérature la satisfaction de ses désirs de réussite sociale. Comment s'en sortir? Comment libérer nos jeunes créateurs de ces pièges? La réponse est claire. Il faut conquérir notre indépendance culturelle. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, je ne prétends pas qu'il faille immédiatement cesser d'envoyer nos manuscrits aux éditeurs français. Ce serait à mon tour sombrer dans l'imposture, car personnellement, je suis sous contrat avec un éditeur français pour un livre au titre duquel, bien que je sois loin de l'avoir achevé, il m'a déjà versé beaucoup d'argent. Trop de soleil tue l'amour. En fait, je n'imagine pas que notre dépendance prenne fin avant très longtemps. Plusieurs décennies peut-être.
Mais il convient de nous engager dès aujourd'hui sur le chemin de cette nécessaire émancipation, en créant sans tarder les premiers éléments d'un embryonnaire appareil culturel. C'est dans cette logique que je suis revenu au Cameroun dès ma retraite. Créer une librairie où les auteurs camerounais, pour commencer, et demain tous les auteurs africains, soient offerts aux lecteurs. Je sais, pour avoir été enseignant dans le secondaire pendant 35 ans en France, quel formidable relais représente une vraie librairie entre l'éditeur et le public. J'avais compris, peu à peu, que si les auteurs camerounais n'avaient pas lu au Cameroun, c'était moins pour des raisons de censure, comme je le crus longtemps d'abord, que faute d'une librairie digne de ce nom. On me confie que dans d'autres pays africains francophones tels le Sénégal, le Bénin, existent d'excellentes librairies. Souhaitons qu'il en aille de même bientôt partout, de préférence grâce à l'initiative privée. Cette infrastructure minimale est le premier facteur d'émergence d'un public africain francophone ou anglophone, ou pourquoi pas les deux. À partir de cette étape, on peut concevoir une diffusion rationnelle des œuvres d'auteurs africains, suscitant une dynamique du rapport dialectique entre écrivain et public. On peut imaginer l'Afrique récupérant ainsi peu à peu ses créateurs et son génie, ainsi qu'il en a été pour l'Amérique latine par exemple. Il ne s'agit pas d'utopie, mais de politique, c'est-à-dire de calcul et de gestion à long terme. En effet, tout vaut mieux, y compris l'utopie, que l'inanité actuelle qui mène aux jeunes auteurs dans des situations dramatiques comme celle que vit Khalid Beyala.